Dans notre chasse aux Fragonard, nous passons évidemment par Amiens, si cher à mon cœur. Le musée de Picardie est un très beau musée avec une exceptionnelle collection qui balaye la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Et au premier étage, après être passé devant les œuvres de la confrérie du Puy, qui ornaient autrefois la cathédrale, vous trouverez bien deux charmants et très émouvants tableaux de notre maître. Et parce que de telles œuvres ne doivent pas être ignorées du monde, aidez-nous en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne. Et en attendant, archotechnicienne, archotechnicien, c'est parti. Notre première toile est sobrement intitulée « Le berceau ». C'est une peinture à l'huile sur toile de 46 par 55 cm. Et dans cette petite pièce magnifiquement maîtrisée, nous ne voyons que curiosité tendre, amour familial, calme et attention retenue. Et on est encore une fois loin du galant et du libertin. Mais faites-moi confiance pour caresser vos émotions, car dans cette petite toile, les sentiments du fond sont mis en valeur, sont soulignés par une élégante réflexion sur la forme. La famille, c'est quelque chose de très important pour Jean-Honoré Fragonard. Il a toujours été entouré et tous les membres du clan Fragonard sont des artistes. Sa femme peint des miniatures, son fils est peintre, sa belle-sœur est peintre et sa mère surtout, c'est elle qui l'avait emmené dans l'atelier de François Boucher, le grand peintre Louis XV et de Madame de Pompadour, donc à Paris, pour qu'il soit formé à l'art de la peinture. Et c'est bien Françoise Fragonard, sur les conseils du notaire chez qui le jeune Jean-Honoré, 15 ans, travaillait, qui a initié l'occasion de la carrière de son fils. Alors un tableau qui nous fait pénétrer dans l'intérieur d'une famille affairée autour d'un nouveau-né, ça a forcément une dimension un peu plus profonde pour lui. Bien sûr, on a un contexte du XVIIIe siècle où on s'intéresse à ce sujet de la famille, que ce soit en littérature ou dans les autres arts. Mais on n'oublie pas que dans ce tableau, comme dans les autres tableaux de l'artiste, et de tous les artistes d'ailleurs, que notre peintre est un homme qui vit chaque heure du jour, qui a ses propres préoccupations, etc. Et que même si voilà, certaines thématiques orientent certains sujets, on a quand même en face de nous la peinture d'un homme qui vit sa vie et qui ne sont pas toutes en lien avec les grands événements de l'histoire. Le sujet de la famille, qui est ici simple et modeste, c'est un sujet qui prend de l'importance au XVIIIe siècle parce que la famille, c'est le centre privilégié de l'éducation, plus que la religion en tout cas. On chemine vers cette pensée. Et Jean-Honoré apporte dans cette toile sa façon de voir les choses, de traiter un sujet qui a déjà été traité par écrit, en roman, en essai, par la religion, en peinture religieuse et par d'autres personnes, par d'autres artistes. Fragonard aimait peindre vite et réfléchir à son tour sur des sujets déjà traités et assimiler à sa manière des influences et des éléments qui l'ont imprégné, mais il le fait si bien et si intelligemment qu'on ne retient plus de lui que sa propre maîtrise. Et justement, si l'on en vient à parler de composition dans cette toile, c'est le mot qu'on va utiliser, maîtrise. On a deux espaces qui sont séparés en diagonale, mais une diagonale qui ne rend rien de violent. Bien au contraire, la séparation des espaces est plutôt faite par la courbe, une ligne qui crée chez vous ce sentiment de repos, de calme, de fluidité. Et quand vous regardez un tableau, n'oubliez pas que la composition, la construction a un effet direct sur votre œil et donc sur votre ressenti. L'espace à droite est séparé par ce drapé en courbe, cette espèce de hamac qui sépare l'extérieur de l'intérieur, qui coupe le vent, qui coupe la lumière, le brouhaha de ces individus, de la famille, qui sont arrêtés dans leur élan. Et à la courbe de ce drapé répond la contre-courbe formée par le ciel et la forme du berceau et la posture de la mère agenouillée auprès de lui. Bien sûr, cette composition doit être étudiée avec cette façon technique de peindre. Cette touche fa presto, récupérée du premier voyage italien de Fragonard entre 1756 et 1761, et ce qui est le plus important et le plus fini. Le regard de la femme de gauche, invitant à être soi-même attentif et silencieux, et le berceau à droite. Mais cette touche sert aussi à la vitalité de la scène. Même si l'heure est au calme et au repos, la vivacité de la touche rend l'instant encore plus délicat, plus éphémère et plus fragile. Et cette ambiance intime, elle est renforcée par le coloris. Parce que
Jean-Honoré Fragonard est l'un des plus grands coloristes du XVIIIe siècle. Jean-Honoré Fragonard adore varier autour du jaune, du brun, des couleurs les plus employées par un artiste qu'il a vu et beaucoup étudié, Rembrandt. Et comme Rembrandt, Fragonard a l'art exquis de maîtriser cette fameuse technique du clair-obscur. Ce passage progressif est retenu du sombre dans le fond de la pièce, derrière même ce bahut qui expose la vaisselle de la famille, dont le métal pourrait pourtant facilement refléter la lumière, mais là non. Puis la pièce s'éclaircit en passant par cet homme, probablement le père de l'enfant, qui est lui dans la pénombre, puis on a une demi-clarté à l'intérieur du berceau, jusqu'à la lumière franche sur les draps et le bas du corps de l'enfant. Et ce travail sur la couleur et la lumière dorée, c'est caractéristique du travail de Fragonard sur les peintres hollandais. Et Fragonard, c'est un gars du Sud, je le rappelle, donc lui aussi, il a travaillé toutes ces nuances sur la lumière, il sait en varier les tons. Et les Hollandais, plus que les Italiens, ont fait aussi ce même travail-là. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais quand on parle des grands maîtres, ceux qu'a pu étudier Jean-Honoré Fragonard, on est dans cette idée. Avant son voyage en Italie, Fragonard peignait vraiment comme ses maîtres. François Boucher, le premier, le grand peintre à la mode. Karl Van Loo, le directeur de l'école royale des élèves protégés, où Fragonard avait mérité sa place après avoir présenté le Jéroboam sacrifiant aux idoles, qui est la toile qui lui a permis d'entrer dans la cour des grands après ses années d'études chez Boucher. Et donc, comprenez bien que peindre avec cette assimilation de la peinture hollandaise, rembrandtesque, c'est déjà prendre le contre-coup de toute cette peinture grandiloquente et officielle. Jean-Honoré Fragonard, il a 30 ans, 35 ans au moment où il peint ses morceaux, et il est en pleine ascension de sa carrière. Donc évidemment, pour lui, c'est le moment de se démarquer, d'asseoir son style. C'est vrai qu'ici, le brun, le doré domine, mais on n'oublie pas ce qui fait la vraie patte de Fragonard, l'utilisation des autres couleurs, comme le rouge qui forme la couverture sur le berceau. Donc ce rouge-là, il est très puissant et très bien placé dans l'ensemble du tableau. Le bleu éteint pour la robe de la mère et le vert pour sa tunique. Ces deux drapés, ces deux couleurs qui enveloppent encore le berceau, et le blanc qui est systématiquement en pleine lumière. Ici sur les draps, sur les foulards, et ces couleurs les plus franches du tableau sont les plus lumineuses, et évidemment ça sert à attirer l'œil. Donc ça vous attire évidemment sur ce sujet de l'enfant dans son berceau, sur le berceau en lui-même, sur cet aspect douillet, sur la tension familiale. Donc vous êtes attiré par la même chose que tous ces autres personnages. Et la diagonale formelle qui répartit les espaces est coupée par la diagonale de la lumière. Ça signifie aussi quelque chose. La composition oriente une ambiance, la lumière oriente le sujet. Et les deux se croisent sur ce geste de l'homme, sur cette main, dont on ne sait pas s'il montre quelque chose du doigt ou s'il arrête le temps de cette petite foule qui se presse à sa gauche. En tout cas, cette main a une signification clé car elle est au centre, à l'intersection des diagonales du tableau. Ce personnage, on sait presque exactement où Fragonard l'a vu. Bon, certes, la figure paternelle a sa place logique dans une scène familiale, mais cette posture, cette inclinaison de la tête, ce raccourci du bras, Fragonard l'a vu chez plusieurs autres peintres et a su le restituer avec brio dans sa propre œuvre. Sa propre interprétation de la scène qui prend alors une allure religieuse. Ce doigt, cette main impérieuse, c'est le détail qui donne une autre dimension qu'une simple dimension de scène de genre familial au tableau. Ce geste, c'est la clé de voûte d'une dimension sacrée qui fait de cette scène du berceau une variation profane sur le thème de la Sainte Famille. Et oui, parce que le Christ, même s'il avait des bergers et des rois et des mages autour de lui à sa naissance, ce que je nous souhaite à tous, même s'il était d'ascendance royale et divine, le Christ était un enfant aussi. Et il avait une mère et il avait un père qui l'ont protégé et qui l'ont entouré de toute l'attention qu'un nouveau-né mérite. Et ce n'est pas parce qu'une peinture n'a pas un grand format, n'a pas une grande finition, ou ne montre pas des personnages avec des costumes grandioses, des architectures grandioses ou des codes sacrés ou cosmiques, qu'elle ne va pas avoir un message qui va vous parler, qui ne va pas avoir un message ici quasi universel, entre une scène de famille sacrée, une scène de famille tout à fait commune. Ça vous parle. Et cette petite peinture, eh bien, non, ce n'est pas un grand sujet d'histoire. Fragonard rentre d'Italie, on attend de lui qu'il peigne des grands sujets avec des grands thèmes bibliques ou mythologiques. Non, il fait de la scène de genre.
Le thème de l'enfance et de l'éducation des enfants, c'est un thème dont s'est emparée cette époque des Lumières. Les philosophes, les débats, les livres sur l'éducation, et on pense en priorité à Jean-Jacques Rousseau, qui publie son Émile ou de l'éducation en 1762. Ici, chronologiquement, on est pile dedans. Et donc l'enfant n'est plus vu comme un petit adulte, c'est un adulte en devenir, un être qu'il faut éduquer, responsabiliser, et dont on doit aussi prendre soin. Et là, on est 15 ans, 20 ans avant la Révolution, et commence à se stabiliser, du point de vue des institutions, le rôle de la mère dès l'âge du nourrisson. Fragonard est né dans un milieu de petits commerçants de province. Le milieu populaire, c'est un milieu qu'il connaît, qu'il voit dans sa vie de tous les jours, comme dans ses voyages, de Grasse, qu'il a quitté quand même à l'âge de 6 ans, donc bon, c'est suffisant pour se faire des souvenirs, hein, vous me direz, mais voilà, jusqu'à Paris, jusqu'à Rome, et donc il sait, il connaît son sujet. Il a, au fond de son cœur et de son âme, la sincérité qu'il a dans sa peinture. Et ce peintre, qui allie ici le thème, la couleur, le dosage de la lumière et les lignes de composition pour créer l'ambiance et pour déclencher chez vous un sentiment tendre et un écho plus profond encore qu'un sentiment, eh bien ce peintre, dans la petite trentaine, c'est déjà un maître. Autre exercice avec cette tête. Ce visage, cette tête de vieillard, en voilà une tête de vieillard qu'elle est intéressante, pour son étude mais aussi pour ce qu'elle représente. C'est également une peinture à l'huile sur toile, 54 cm de haut, 45 cm de large sans le cadre. Alors ce n'est pas un portrait, ça ne représente pas quelqu'un a priori, mais c'est vraiment une tête. Et il y a une petite série d'études dans différentes postures, dans différentes expressions, différents costumes, tantôt un saint, tantôt un Père Noël. C'est une blague, évidemment, c'est complètement anachronique, calmez-vous. C'est une blague. Mais ça aurait été intéressant d'étudier cette peinture sous l'angle du portrait, parce qu'il y a quand même des éléments d'analyse qui nous en rapprochent, mais ce n'est pas un portrait. En commençant par s'intéresser par cette posture, un peu tournée de 3/4, donc on perturbe la rêverie du personnage, une interpellation, quelque chose qui le sort de sa réflexion, quelque chose qui peut se caractériser comme un « Et c'est pour ça que cette tête est souvent assimilée à Saint-Pierre, en train de penser à je ne sais quelle philosophie mystique, en train de rédiger son évangile peut-être. Saint-Pierre n'a pas écrit d'évangile officiel, je suis au courant. Mais bon, bref, il n'en est rien, on n'a aucune preuve pour affirmer que c'est un Saint-Pierre, surtout que Fragonard n'a pas peint beaucoup de scènes purement bibliques. J'ai la connaissance d'une étude de Christ aux outrages à Strasbourg, mais à part ça, note personnelle. S'expédie à Strasbourg pour aller voir ce tableau. Alors, après, le rapprochement avec Saint-Pierre, on ne le sort pas de nulle part. On le fait parce qu'on sait qu'il a beaucoup apprécié faire des études de certains peintres italiens du siècle précédent, et qu'en comparant leurs tableaux de Saint-Pierre aux têtes de Fragonard, il y a comme un petit air. On pense au Guerchin, on pense à l'excellentissime Guido Reni, puis on ramène Rembrandt sur la table. Rembrandt faisait des visages qui servaient de modèle pour d'autres de ses tableaux, mais la création originale, initiale, était souvent hors contexte. Mais ici, Fragonard s'éloigne largement de Rembrandt dans la composition, dans la couleur, dans la lumière de cette toile. Bien sûr, l'ocre, le jaune, le brun dominent, c'est 50 nuances de Fragonard à l'huile sur toile. On a quand même une partie gauche dans la lumière, avec l'utilisation du blanc pour rehausser, pour accrocher la lumière, et une partie droite un peu plus dans l'ombre, ou plutôt dans la pénombre, parce que ce n'est pas franchement le côté obscur, mais c'est très bien de faire de la nuance comme ça, de rester dans le ton chaud. Ça ajoute au personnage de l'intérêt humain du spectateur, pas de la froideur sainte, pure et inaccessible. Et la couleur blanche pour la lumière, c'est une chose, mais la vraie lumière est aussi accrochée par le relief que la matière de la peinture produit. Et toute cette matière de peinture va aussi créer de vraies zones d'ombre. Et Fragonard, ici, plus que dans la toile précédente, c'est vraiment la vivacité de l'exécution. Il y a de la pâte, il y a le poids du temps et des âges sur le visage qu'il n'y a pas sur le tissu. C'est vraiment de l'épiderme. C'est du poil hirsute en relief, c'est peint, passé, repassé. Mais qu'est-ce que c'est que cette barbe? C'est de la barbe hirsute divine. C'est une sainte barbe épaisse, c'est la crème fouettée des barbes. Comme dans ces pubs avec un effet de ralenti, un spot de lumière et un ventilateur qui secoue les cheveux du mannequin pour créer je ne sais quel effet épico-mythologique. Et ces coups nerveux sur les cheveux, c'est rapide et appuyé, et entre tous ces petits coups, un regard, une mélancolie de visionnaire. Ne regardez pas cet homme trop longtemps dans les yeux,
Sinon, vous ne pourrez plus vous en détacher et vous allez vous perdre dans cette vision. Mais comment on fait pour être si vif et si fou sous un aspect et si profond et si présent en même temps? Alors en réalité, cette œuvre est aussi l'une des toiles qu'il a réalisées après son premier voyage en Italie. On est entre 1761 et 1771. Et par analyse de touche, on peut même concentrer entre 1766 et 1769. L'exercice de la tête d'expression, c'est quelque chose que Fragonard fera et qu'il déclinera sous plusieurs aspects. Et on ajoute à cela un titre un peu évocateur, le philosophe ou l'inspiration, et ça ajoute de la fantaisie. Mais il n'y a rien de psychologique, c'est juste une intensité de l'expression. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas de contexte pour cette figure, mais ça ne veut pas dire que Fragonard n'avait pas l'intention de s'en servir et de s'en resservir. Si cette toile peut être identifiée sur la fin de la décennie 1760, on a déjà vu des vieillards chez Fragonard qu'on peut parfaitement rapprocher de cette tête, et qui sont avant cette date. Et là, je pense à son Jéroboam sacrifiant aux idoles, donc 10-15 ans avant, 1752, qui lui fait gagner le prix de Rome, et le droit de partir dans la capitale italienne tout frais payé pour étudier et améliorer son art. Ou plus proche, on pense aussi à son Corésus et Caliroé, 1765, qui était censé le consacrer aux yeux de tous comme le nouveau grand peintre d'histoire mythologique, puisque dans la théorie, la peinture d'histoire est au sommet de la pyramide des genres en peinture. Mais notre tête de vieillard, qui a donc été exposée au salon de 1767, avec une autre toile que l'on verra au Louvre. Donc oui, la toile était nouvelle, mais jugée, à juste titre, trop proche des figures justement peintes précédemment, à savoir les vieux dans le Jéroboam et dans le Corésus. Et les critiques sont très déçus, parce qu'en 1765, Fragonard, 33 ans, expose une magnifique composition d'histoire mythologique qui laisse augurer le meilleur pour la peinture de l'élite, et qu'en 1767, le même Fragonard, 35 ans, expose seulement une tête de vieux. Autant vous dire que Denis Diderot, le gars qui supervise la rédaction de l'encyclopédie quand même, quand il voit cette évolution, il est un tout petit peu déçu. Et c'est un euphémisme, parce qu'en vrai, il le défonce. Bon, là, en vrai, c'est moi qui abuse un peu, parce que Denis Diderot aimait beaucoup Jean-Honoré Fragonard. Mais il a quand même dit, quand, après une immense composition qui a excité la plus forte sensation, on ne présente au public qu'une tête, je vous demande à vous-même ce qu'elle doit être. Traduction, si cette tête n'est pas la plus belle tête peinte au monde, qu'elle ne cligne pas des yeux et qu'elle ne dit pas l'heure toutes les heures, prends pas la peine de venir te présenter à l'exposition. On en pense ce qu'on veut, Diderot également. Moi je la trouve exceptionnelle cette tête, même comparée aux autres têtes semblables. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, allez les voir vous-même, que cette tête est le berceau au musée de Picardie à Amiens. Et en attendant que vous me donniez votre avis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.